Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans Ça roule, l'émission, le podcast vélo qui pédale dans la semoule. Ça pédale fort, on va parler bicyclette un petit peu avec mes deux zouaves aujourd'hui pendant 3 quarts d'heure. Au menu aujourd'hui, en entrée, le traditionnel conseil de classe, on reviendra sur Milan-San Remo et peut-être le Tour de Catalogne. Déjà assommé par Tadej Pogačar, ensuite en plat de résistance. Mes petites questions provoquent. On va se poser la question, est-ce que Pogačar remportera-t-il un jour Milan-San Remo ? Et est-ce que Philipsen doit changer d'équipe ? Et enfin, en dessert, les pronos sur les Flandriennes à venir. Vendredi, le Grand Prix E3, Saxo E3 et Gand-Wevelgem dimanche. Mais qui va m'accompagner pour cette émission ? Les indéboulonnables chroniqueurs de Ça roule. Ils n'ont pas beaucoup d'expertise, ils regardent les courses à partir de la flamme rouge, mais pourtant ils ont toujours un avis à donner. C'est messieurs Pierre Marchand, Nicolas Delic. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va super bien, je le trouve un petit peu dur, hein, la flamme rouge. Moi, je la regarde quand il reste 5 km déjà. Donc voilà, je le trouve un petit peu dur. Non, ça va super bien. Je suis juste embêté pour aujourd'hui. J'ai pas mon petit casque d'habitude, donc j'espère que pour les auditeurs, le son sera quand même très bon. T'inquiète pas, on te coupera quand il faut. Et Pierre moi, Marchand, j'ai bien mon casque, allongé dans mon canapé, tranquille, au calme, prêt à commencer l'émission. ok. Pas ton casque de vélo, hein, ton casque audio. Ah, pardon, j'avais pas compris. Tu peux le retirer, tu peux changer. Bon, messieurs, je pense que c'est parti. On va commencer avec notre traditionnel conseil de classe. Top jingle. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. C'est une classe de débiles. Nous mettrons quand même niveau B avec les encouragements. Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Et oui, le conseil de classe, messieurs, vous connaissez le principe. Vous allez donner vos félicitations, encouragements, avertissements sur les courses qui se sont déroulées. Donc on va parler bien évidemment de Milan-San Remo qui a vu Jasper Philipsen l'emporter au sprint devant Michael Matthews et le grandissime favori Tadej Pogačar. Vous allez peut-être également donner vos avertissements, félicitations sur le Tour de Catalogne. Ça, on va voir. Messieurs, on va tout de suite commencer par la première chose, les félicitations qui ont été données. C'est parti, messieurs. Ouais, allez, Nico, je me lance. à l'honneur, comme d'habitude. C'est parti. Mes félicitations vont pour Mathieu Van Der Poel et pour le finish de Milan-San Remo. Ok, alors Pedro, il nous donne les siennes et après on en débat. Ok, Pogačar, Milan-San Remo. Ok, donc tous les deux Milan-San Remo, qui veut commencer ? Vas-y, Pierrot. Ben, moi, je peux commencer. Au-delà du final, non, je trouve que c'est une des rares classiques où on a un vrai suspense, en tout cas dans les 20 derniers kilomètres, avec un final encore cette année qui se joue pas à grand-chose. Et puis surtout, dans le contexte actuel, c'est une des rares courses où un fantastique n'est pas encore capable d'écraser la course, même si Van Der Poel l'a gagné l'an dernier. UAE devait faire la loi dans la Cipressa, ils l'ont pas fait. Bref, on a encore un petit peu d'aléatoire et je trouve que c'est tant mieux parce qu'il y en a de moins en moins sur les courses World Tour. Nico, t'es d'accord avec ça ? Ouais, je rejoins parfaitement tout ce qu'a dit Pierrot. Cette course, elle était dingo. Moi, j'ai eu des frissons comme jamais pendant les 10 dernières bornes. C'est-à-dire que tu as quand même une course où pendant les 280 premiers kilomètres, il se passe pas grand-chose. Et Tu les as regardés, toi, les 200 premiers, 80 km ? Ouais, je crois que j'ai regardé les 2 dernières heures 30, en faisant d'autres petites choses à côté. Et moi, je suis un chroniqueur, ça roule, messieurs. Je suis un chroniqueur, ça roule. Et non, comme moi, je regarde les 4 premières heures et je coupe la fin, moi. Et non, comme l'a dit Pierrot, cette course, elle est dingue parce qu'elle est imprévisible. Et en fait, il peut tout se passer. Tu vois, là, samedi, on a eu une arrivée en petit groupe à 10, mais ça peut aussi bien arriver avec un mec en solo, un mec qui peut partir dans le podio comme on l'a vu avec Van Der Poel, un mec qui peut partir dans une descente. En fait, il peut se passer 10 000 choses. Et sur les 10 dernières minutes, franchement, j'ai bien réfléchi, mais j'ai pas une course qui me donne autant de frissons et d'intensité. Vraiment, je parle sur les 10 dernières minutes parce que tout peut se passer justement. Et samedi, c'était exceptionnel. Et je rajouterais peut-être en complément, c'est le pendant cette course, c'est qu'on s'ennuie pendant des heures. Mais au final, on a un suspense jusqu'à la fin, contrairement à d'autres courses où, entre guillemets, le final est déjà, le podium est quasiment connu, parfois même une demi-heure, une heure avant la fin. Autant là, certes, on s'ennuie, mais au moins à la fin, on sait toujours pas qui c'est qui va gagner. C'est ça. En fait, c'est un peu toutes les autres courses, c'est un peu l'inverse. Hein. Tu prends des Tours des Flandres ou des Paris-Roubaix.
En fait, tu as l'écrémage qui se Ça, fait c'est- naturellement et à la fin, tu vois qui va gagner dans les derniers kilomètres. Et là, c'est tout l'inverse, quoi. C'est tout l'inverse. Ouais, Donc, ça fait suspense final, un peu comme un film en fait, hein, c'est ça. Donc, cette avec course, un bouquet final. elle est dingo. Elle est complètement dingo. Il faut qu'elle reste comme ça. Il ne faut pas qu'elle bouge. Ah, très bien, ben, c'est pas prévu. Messieurs, alors Van Der Poel pour toi, Nico, tu peux nous expliquer, bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer, mais tout de même. Bah, expliquer simplement que Philipsen veut dire merci à Mathieu Van Der Poel, au champion du monde, en titre, bah parce que je pense que sans lui, Philipsen ne levait pas les bras. En fait, ce qu'il fait, c'est juste dingue. Il va quand même chercher 2 fois Poggi. Quand Poggi lance sa première attaque dans le peloton, c'est lui qui va derrière. C'est lui qui retourne ensuite. Et derrière, bon, tu sens que dans la descente, tu sens que je trouve que c'est le point de bascule où Alpecin, évidemment, doit se parler, doit se dire que derrière, ça revient et que la victoire ne sera pas pour Van Der Poel et qu'il se transforme juste en équipier de luxe. Et derrière, quand Mauric attaque, c'est lui qui retourne. Quand Pidcock et Sobrero attaquent, c'est lui qui retourne. Donc, quoi dire, c'est juste le meilleur poisson pilote, meilleur équipier du monde. Il a le maillot de champion du monde sur le dos. Donc, c'est magnifique de voir ça, de voir un tel dévouement. C'est juste beau. Maillot de champion du monde, vainqueur sortant, un des favoris de la course, la classe. Donc, ouais, félicitations pour VDP. Et puis, en fait, je pense que, alors je peux me tromper, hein, mais comme il l'a déjà gagné une fois, bah, je pense qu'il, enfin, évidemment, s'il l'a gagné une deuxième fois, c'est magique, mais je pense que comme il l'a déjà gagné une fois, il l'a déjà coché, il se dit que bon, là, il est prêt à se dévouer pour son équipier et ça lui pose pas de questions et tu le vois à l'arrivée, quoi. Ouais, je sais pas, je pense surtout qu'il réfléchit un peu comme un patron et qu'il décide d'offrir la victoire, de maximiser les chances, quoi. Pierrot, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis surtout d'accord avec ton interprétation et on en parlera peut-être tout à l'heure. Je me dis que c'était peut-être pas anodin comme geste que de favoriser les dessins de Philipsen. Il y a quand même des sujets de renouvellement de contrat et enfin, rien n'interdisait de jouer sa carte et même sur un sprint en petit comité, il pouvait gagner. Donc oui, un altruisme remarquable, mais qui est peut-être pas totalement désintéressé, mais peut-être pour des bonnes raisons. À part, bon, il avait déjà montré cet altruisme aussi sur le Tour de France en se muant en poisson pilote d'exception. À part Van Der Poel, vous avez en tête des gars comme ça qui peuvent faire la même chose? Moi, il y a Van Aert qui me vient tout de suite à l'esprit, capable de laisser des victoires d'étape sur des gants Wevelgem, par exemple. Ouais, Est-ce qu'il y a mais d'autres coureurs? c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il les laisse, mais enfin, je vois les victoires que tu as en tête, mais c'est plus généralement quand il laissait les victoires, tu avais la Visma, enfin, non pas la Visma maintenant, les gars arrivaient à 2 ou à 3 et Van Aert laissait la victoire. Là, je trouve il y a vraiment le rôle il se sacrifie dans les 10 derniers kilomètres, il fait tout pour que, dans un premier temps, ça soit potentiellement lui qui joue la victoire, la gagne, mais après, il fait tout pour Philipsen. Et je trouve que c'est encore différent de Van Aert, tu vois. Mhm. Donc, non, Ouais. j'ai pas d'exemple en tête. Pierrot? Bah, j'ai envie de dire, ça pourrait être moins fort si tu compares avec la Visma, parce que dans les cas que tu évoques, Nico, ils n'ont pas besoin de se sacrifier. Ils ont juste à laisser gagner, alors que là, Un Oui, c'est sacrifice. là ça. Un ils se sacrifice, ouais. sacrifient, ouais. Donc oui, après, de toute façon, des équipes avec deux mecs très forts, où l'un peut offrir la victoire à l'autre, bah, il y en a pas tant que ça, hein, simplement. C'est pas faux. On bascule tout de suite avec toi, Pierrot. Toi, Pierrot, tu nous as mis Poggi en félicitations. Explication. Explication, alors je parlerai pas de son numéro de cirque actuellement sur le Tour de Catalogne, mais je vais me contenter de commenter Le Milan-San clown. Remo. Non, moi je trouve que il est admirable dans le sens où il a dit qu'il a attaqué, il l'a fait. Tout le monde savait qu'il allait attaquer et pourtant il a réussi à les surprendre. Je pense notamment à sa seconde attaque et Ouais. ça fait lien avec Van Der Poel. Je pense que s'il n'y a pas un Van Der Poel encore une fois stratosphérique pour quasiment basculer avec et rentrer tout de suite après dans la descente, je pense que Poggi gagne au bout parce que mine de rien, ça aurait fait un sacré trou avec les autres poursuivants, mais Van Der Poel était là, donc il s'est fait rattraper et même s'il se fait rattraper, bah, il fait quand même 3 Au au sprint. final, au sprint. Donc ouais, c'est admirable. Enfin, je pense qu'on manque de superlatifs pour qualifier les performances de Pogacar, mais encore une fois, j'ai été en partie bluffé.
Ouais, alors moi, la petite déception que j'ai vis-à-vis de Poggi, c'est qu'il n'a pas donné le kilométrage exact de son attaque. Il a juste dit dans le Poggio. Et le Poggio, c'est quand même 3 km 600, donc je trouve ça quand même, Une c'est un peu fourchette trop dommage. large. C'est trop Oui, large, oui, quoi. je suis d'accord avec toi pour la beauté du cyclisme. Ce serait bien qu'il lève le bras ou qu'il fasse un petit Ouais, cri quand il va attaquer pour que tout le monde soit sûr d'être bien dans la roue quand il attaque. je suis d'accord. Et vous rigolez, mais pour l'Estrade, il avait vraiment dit qu'il allait attaquer dans le Et il a fait mont où il a pareil. attaqué. Et il a Il fait avait pareil. vraiment dit ça. Il a dit aussi Poggio, je crois, hein, pour le Milan-San Remo. Ouais. Messieurs, ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour les félicitations. On enchaîne avec Ouais. les encouragements. Ben, je vais vous lire ce que vous m'avez écrit et ensuite on en débat. Nico m'a dit Alaphilippe et Filippo Ganna qui avait fait podium l'an dernier sur Milan-San Remo, et Pierrot m'a dit Lapera, AG2R et Bettiol. Qui s'y colle, qui commence? Allez, je vais bien commencer. Je vais commencer par Filippo Ganna, parce que, bien messieurs, je vous en avais parlé lors de notre premier podcast, ça roule. Vous Et on étiez un petit s'était moqué de toi. moqué de moi. Et qui était pour moi le troisième homme le plus fort, parce que c'est celui qui passe troisième au sommet du Poggio, c'est Filippo Ganna. Et bah, je suis deg pour lui, il n'a pas eu de chance parce que je l'aurais bien vu faire un coup du kilomètre ou quelque chose comme ça. Et là, c'est pas la même pour aller chercher peut-être qu'un Pidcock ou qu'un Maoric. Bon, après, même si les états de fatigue, c'est sûr, jouent. Mais pour moi, c'était le troisième homme plus fort. Et voilà, un petit peu déçu qu'il ne soit pas là. Je pense qu'il est frustré vraiment de son souci. Je ne sais pas s'il a eu un souci de dérailleur, un truc comme ça. Donc, dommage pour Filippo Ganna. Il aurait pu faire quelque chose pour moi. Mais donc, quand même, encouragement parce que vous ne l'attendiez pas. Moi, j'ai mis une Et il petite était pièce sur présent. lui et j'étais content. Ok. Bien, Nico. D'accord là-dessus, tu reconnais qu'on s'est un peu moqué? Ah oui, oui, pleinement qu'on s'est moqué. Pierrot. Après, je pense que Ghana, il était bloqué quoi qu'il arrive. Enfin, même le coup du kilomètre, et on laisse pas partir Ghana. Donc, ouais, je pense que ça sera pas évident pour lui tant que c'est pas un petit comité. On l'a vu l'an dernier. Au final, il avait rien pu faire, mais je reconnais pleinement et pudiquement que effectivement, je voyais pas Ghana basculer dans les 5 premiers en haut du Poggio. Donc, bien vu, Nico. Ah, ah. Bravo Nico, ouais, c'est un chroniqueur, ça roule. Ah, ça c'est l'œil, ça c'est l'œil. Et je vous l'avais dit, les Italiens, Alaphilippe, on Alaphilippe, enchaîne. ben, merveilleux, Julien Alaphilippe, 9e. Moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Bah, il est avec tous les cadors, il est avec les meilleurs. Donc, bravo pour Julien Alaphilippe. C'est des beaux encouragements que je lui donne là. Même chose, il n'a pas eu de chance il a une crevaison sur le dernier kilomètre et je pense qu'il aurait pu, alors pas jouer la gagne, mais être évidemment un peu mieux placé. Mais ça veut juste dire que bah, ses jambes sont là. Parce que quand même, tu es sur Milan-San Remo, donc tu es sur une course de 300 bornes. Et ça promet de très belles choses pour les Flandriennes à venir. Très content pour notre Juju, tout simplement. Ouais, il a battu son record aussi dans la montée. Pierrot, tu partages? Je suis d'accord et je suis pas d'accord. D'accord sur le fait qu'effectivement, c'est encourageant ce qu'il a montré parce que ça fait malheureusement 2 ans qu'il est en deçà. Par contre, pas d'accord du tout sur ce qu'évoque Nico concernant les Flandriennes à venir. Parce que je pense que, Alaphilippe, il est fort sur des durées très longues et très usantes. Donc là, ça lui correspondait bien. Et puis, le Poggio dans les roues, c'est pas la même chose. C'est pas la même durée d'effort qu'un Tour des Flandres et c'est pas le même nombre de répétitions d'effort. Donc je pense pas qu'on verra du Alaphilippe, mais je peux me planter. On est enregistré. Je pense pas avoir du Alaphilippe dans le top 10 sur les Flandriennes. Mais Ah ouais, ça n'empêche pas de se féliciter de ce qu'il a fait sur Milan-San Remo. Ah, Mais je un pense que petit c'est une course élément qui coche toutes les cases. un petit élément qui va dans le sens de Pierrot, même si on verra ce que nous dit le futur. Philippe, il avait fait 11e en 2023 des Milan-San Remo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été juste derrière, ouais. Et il avait été bien plus discret sur les Flandriennes. Donc on verra effectivement si cette belle place, 9e, bon, sachant qu'il a crevé, donc c'était peut-être top 5 ou 5-6. On verra si derrière ça peut se. J'espère en tout cas que Nico, tu as raison. Ouais, peut-être juste un dernier point. Je pense que juste ce qui peut changer, c'est au niveau mental, au niveau état d'esprit. Là, il se dit qu'il a le niveau pour être avec les autres. Et ça, je pense que ça change tout. Après ces 2 années galères, là, je pense qu'enfin, il se dit, OK, mais c'était peut-être ce qui lui manquait, un peu cette confiance, ce mental-là. Et il se dit, en fait, mais je peux tout à fait suivre les autres. Certes, c'est sur une montée courte, c'est le Poggio. Il y a effectivement tout ce que tu dis, Pierrot. Mais je pense que mentalement, ça va peut-être switcher.
Ouais, je pense qu'effectivement, mentalement, ça va lui apporter quand même un boost après tout ce qu'il est en train de connaître sur le plan sportif et surtout extra-sportif. Pierrot, t'es d'accord avec ça ou on passe directement à tes encouragements peut-être? On peut épiloguer sur Alaf, mais oui, c'est pour la confiance, c'est super. Après, bon, je suis un peu rabat-joie, mais enfin, il prend 5 secondes dans les roues sur un mec comme Pogacar, sur un effort comme le Poggio. Donc, enfin, je pense qu'il est conscient qu'il est un cran, voire deux crans en dessous Ouais. de Poggi et de Mathieu Van Der Poel. C'est dans ce sens-là. Après, par contre, et c'est déjà énorme, hein, il fait Mm. partie des 20 meilleurs mecs sur 15 meilleurs mecs sur ce type de course. Et Mm. c'est déjà super. C'est juste que par rapport à ce qu'il a fait avant, où il était le dominant et le vainqueur potentiel, et parfois vainqueur, bah là, il reste quand même en deçà des tout meilleurs. C'était ma remarque, c'était dans ce style. Mm. Ok, très bien. Bah, écoute, je Voilà. propose qu'on passe tout de suite aux encouragements de Pierrot. L'Apéra G2R Bétiol, vas-y, tu nous expliques. Qu'est-ce que je voulais raconter, moi? Ouais, l'Apéra AG2R, non, mais c'est la confirmation d'une super dynamique pour AG2R. Alors, même si là, c'était en Coupe de France qu'il a gagné, mais bon, il a quand même fait le doublé, ce qui est assez rare. Et en fait, au-delà du Calapera, bah, moi, je trouve qu'il y a un gros collectif en fait chez AG2R, avec des jeunes, il y a aussi des tronchons, des Gotera, des Prodhomme. On peut même parler éventuellement d'Alex Baudin, mais bon, c'est un autre sujet. Et les anciens aussi ils répondent présents. Cosnefroy était pas mal. Paré Peintre était aussi pas mal. Bref, je vais pas citer tout le collectif, mais globalement, ils sont forts. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer ça sur des courses World Tour et on aura peut-être la meilleure équipe française sur cette saison 2024. Possible. Bétiol, 5e de Milan-San Remo, Bon, Bétiol, vainqueur c'est de le mec Milan-Turin. Ouais, bah exactement, c'est le mec que je vois à l'avant, je me dis tiens, il peut faire quelque chose et en fait bah, ça fait 3-4 ans qu'il fait pas grand-chose à chaque fois. Et là, j'ai l'impression qu'il est sur un début de saison comme tu l'as précisé avec des bonnes performances et par rapport au Tour des Flandres qui arrive, eh bien ça redevient un candidat je dirais crédible pour faire un podium, ce qui n'était plus le cas avant avec un coureur que je qualifierais d'assez inconstant. Ouais, on rappelle que c'est le vainqueur de l'édition 2019. Et puis, Mm. il avait aussi, en début d'année, il avait figuré pas trop mal à l'Étoile de Bessèges en prenant la 3e place. Je permets voilà, de donner quelques petits éléments pour toi, Pierrot. Nico, Actualisé. de factualiser. Nico, Alberto Bettiol, on en pense quoi? C'est dans ta checklist de Paris, ça? Non, bah tu vois, et pourtant pourtant c'est un Italien, mais je l'avais pas mis. Ah, Et ouais, non, mais c'est fou. Moi, il y a des gars comme ça. Mais tu vois, en fait, c'est comme Matthews. Hein, je sais pas si on en parlait, mais tu vois, Matthews, je l'attendais pas du tout. Mais c'est des mecs, je pense, au-delà de 6 heures de course, qui sont là, qu'on la caisse et en fait, qui sont dans le top 10 dès que ça dépasse les 6 heures de course. Mais non, je l'avais oublié, Bettiol. Enfin, je l'avais oublié dans le sens, je le voyais tu pas l'avais pas aussi. vu venir. Je l'avais pas vu venir exactement. Et comme Matthews. Hein. Et il y en a d'autres qu'on aurait voulu voir venir et qui ne sont pas venus. On va passer tout de suite aux Et avertissements, messieurs. oui, et oui. Eh bien sûr, les Aïe, 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 avertissements. aïe, Eh, aïe, c'est aïe, 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 aïe. aïe, 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 Malheureusement, aïe. il y a des avertissements. Malheureusement, il y a des avertissements. C'est un conseil de classe. Je vous donne tout de suite les avertissements que vous m'avez envoyés. Nico a mis un avertissement général à l'équipe Visma Lease the Bike, alors que Pierre Marchand a préféré nommer, oui monsieur, il a nommé 2 coureurs, monsieur Pedersen et monsieur Œil de Broch. Il a mis Œil de son coureur Broch. préféré. Il a mis son coureur Ouais, il a mis son préféré. coureur Ouais, préféré. c'est Il pas va falloir qu'il possible. s'explique. Je Aïe, propose aïe, qu'il aïe. s'explique dès maintenant. Ah ouais, Monsieur, faut qu'il vous avez dit s'explique là. Pedersen. J'ai eu un petit pincement au cœur en envoyant effectivement Pedersen dans mes avertissements. Je précise que mes appréciations, c'est par rapport à mes attentes personnelles. Et donc par rapport à mes attentes personnelles, oui, mon chouchou Pedersen m'a déçu. Vous m'aviez demandé un prono pour Milan-San Remo. Et ben, je l'avais mis vainqueur. Pour moi, il a couru parfaitement. Il était placé au pied de la Cipressa. Dans le pot de jour, le voit se replacer dans un virage intérieur à 300 mètres de la ligne. Pour moi, c'est du tout cuit. Il n'a plus qu'à sprinter. Et puis, malheureusement, ben, on connaît le résultat. Il fait 4e. Donc, c'est ouais, une petite déception parce que bah, ça va faire quelques années qu'il est dans le top. J'ai pas les classements, mais il doit être dans le top 7 mondial, top 6, top 7 mondial. Et il lui reste une marche à franchir. C'était une belle opportunité samedi. Et bah, clairement,
clairement, il a foiré. Alors après, moi, j'en voulais un peu à Stuyven. Je trouve que Stuyven, il s'est mis en avant trop tard et il l'a mal lancé. Mais bref, de toute façon, il aurait été battu dans tous les cas. Donc, je vais pas refaire le film, mais petite déception pour mon chouchou Pedersen. Est-ce que Jasper Stuyven aurait dû jouer sa carte personnelle et laisser Pedersen se mettre dans la roue de Philipsen? Bah, en fait, c'était un peu ambigu. Stuyven, il était de mémoire dans les dernières positions. Et à un moment donné, s'il pouvait filer un coup de main à Van Der Poel, il l'a pas fait. Et puis même la façon dont il emmène, je crois que Stuyven, au final, il doit faire 7e, tu vois. Donc ça veut dire que quand il a lancé, si tu lances vraiment le mec, normalement derrière, tu finis en roue libre, quoi. T'as plus grand chose à mettre. Et là, il fait quand même 7e. Donc je pense qu'il y a un peu de un peu de déception qui fait que j'en veux à Stuyven, alors que le principal responsable, c'est Pedersen qui n'a pas été capable de gagner. Pedersen, il va avoir les Flandriennes pour se rattraper. On en parlera dans la deuxième partie d'émission. Je te laisse continuer avec Œil de Broach et après on va attaquer la Visma. On est un petit peu en retard, donc messieurs, on continue. Œil de Broach. Ouais, Tobruk, encore une fois, par rapport à mes attentes, j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu. Alors effectivement, la comparaison avec un de sa génération, Lenny Martinez, n'est pas à son avantage. Ce qu'il fait, c'est pas dégueulasse, loin de là. Il fait des top 10 sur des courses d'une semaine. Mais voilà, j'en attends plus. En chrono, je sais pas si vous avez vu, mais il prend toujours des tirs monumentaux. Alors l'an dernier, c'était de la faute du matos. Bon, cette année, je sais pas quelle est l'excuse, mais sur les chronos, je pense qu'il finit dans le dernier quart à chaque fois. Et sur les ascensions longues, qui normalement correspondent parfaitement à ses caractéristiques, il subit, quoi. Alors oui, il est déjà énorme, hein. Il fait à chaque fois dans les 10-15 premiers, mais même moi, ça m'avait marqué sur le Grand Camino où Vingegaard se baladait devant. Lui, il avait, entre guillemets, hein, je dis bien, qu'à tenir les roues. Et même ça, il avait du mal, quoi. Donc Chian, il a 21 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui, mais je trouve que depuis qu'il a signé son premier contrat chez Borast, il y a 2-3 ans, j'ai du mal à avoir une vraie progression. Il paye un peu aussi la comparaison avec Jorgensen qui a passé une marche en arrivant chez Visma, alors que Œil de Broach, pour l'instant, il est plutôt en stagnation, quoi. Et je trouve ça bien parce que je trouve qu'il y a un peu une confusion. Je me permets d'ouvrir la parenthèse sur le succès de Jorgensen, c'est que l'équipe, ça fait pas tout. La preuve avec Utschebox. Nico, petit avis là-dessus? Non, moi je vais passer à la Visma pour rattraper le temps perdu. Ouais, en plus, la Visma, tu vas continuer avec Œil de Broach, vas-y. Oui, allez, vas-y, tire. Petit avertissement pour la Visma parce que c'est la meilleure équipe du monde et ils n'ont pas du tout pesé sur cette course. Sur Milan-San Remo, alors certes, Laporte était malade et il a vite lâché. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait pu donner. Et Olaf Koy est, je pense, encore peut-être trop juste sur ce genre d'effort final ou ce genre d'arrivée. Mais je trouve que ça commence à faire beaucoup dans le sens. Donc, il ne pèse pas sur cette course, sur ce monument. C'est donc un monument qui ne remporte pas. Et il faut remonter, je ne pense pas de dire bêtises, à Milan-San Remo 2020 avec Wout van Aert pour voir un Visma lever les bras sur les monuments. Donc, je trouve que c'est assez dingue parce qu'ils sont très, très forts sur là, toutes les courses qu'on va aborder, je dirais les semi-classiques. Ils peuvent tout rafler, mais sur les monuments, évidemment, il y a des monstres en phase 2, mais ils n'arrivent pas à scorer. Et voilà, aujourd'hui, le meilleur sur Visma, c'est Olaf Koy sur Milan-San Remo, enfin samedi, pardon. Et il finit 14e. Donc voilà, je trouve que peut mieux faire sur ces monuments pour la Visma. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y a Laporte qui n'était pas là et c'est vrai que Koy un peu en retrait par rapport aux attentes. Effectivement. Pierrot, si tu as un dernier commentaire, sinon on va. Ouais. Ok, je provoque. Pierrot, tu abondes dans le sens de Nico. Je vais faire une réponse à la Pat Lefebvre. On fera le bilan après Paris-Roubaix. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'on est encore très tôt dans la saison. Donc oui, j'entends l'avertissement, mais il reste encore du temps pour se rattraper. C'est très bien, très bonne réponse. Écoutez, messieurs, on passe tout de suite à notre deuxième rubrique. C'est parti, jingle. Les questions provoquent. Les questions provoquent, messieurs. La première question que je vais vous poser, elle concerne Milan-San Remo et Tadej Pogačar.
Tadej Pogačar remportera-t-il un jour Milan-San Remo? Vos réponses? Je pense. Pas une réponse de Normand, s'il te plaît. Pierrot, Allez, ta plus. réponse? Oui. Donc on a un oui et un il sait pas trop. Ok, on commence avec le oui, c'est clair et franc. Comme je disais en introduction, il est pas si loin de la gagner samedi dernier. Alors après, pas si loin, c'est pas gagné, certes, mais il a tout le potentiel pour. Un peu plus de chance, pas un Mathieu Van Der Poel en chasse, une équipe plus forte autour de lui qui lui permet de faire un petit peu plus le tri avant le pied du Poggio ou un sprint victorieux face à peut-être des moins bons sprinteurs et ça sera dans la poche. Après, pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'il peut, mais c'est plutôt est-ce que lui veut à tout prix gagner Milan-San Remo et donc s'aligner chaque année pour essayer de le gagner. Donc il a dit je pense. Est-ce que tu as un avis un peu plus clair là? Tes idées sont revenues? Non, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Pierrot, mais malheureusement, Milan-San Remo, et c'est en ça que cette course est géniale, c'est que c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Et donc, c'est terrible pour Poggi parce qu'il peut être le meilleur, il peut être au-dessus des autres, et c'est pas forcément lui qui va gagner pour les différentes raisons qu'a évoqué Pierrot et ce qu'on a vu aussi sur la course samedi, c'est-à-dire un Van Der Poel qui est là et qui va le chercher, une équipe effectivement qui je pense, a manqué de cartouches a manqué de cartouches pour, je pense, mieux écrémer dans la Cipressa et mieux l'accompagner sur le Poggio. Donc, je dirais qu'en fait, il lui faut un alignement parfait de toutes ces conditions-là, c'est-à-dire plus d'hommes avec lui, plus d'hommes forts avec lui, peut-être un Van Der Poel pas là ou peut-être moins fort. Voilà, il lui faut pas mal de facteurs de réussite, donc bien évidemment c'est possible, mais sur Milan-San Remo, voilà, et c'est en ça que cette course est géniale, c'est qu'elle reste imprévisible, et en plus ce qu'il y a de terrible, c'est que d'année en année, là, tout le monde, et c'était vrai évidemment samedi, mais c'est que voilà, tout le monde attend l'attaque de Poggi dans le Poggio. Donc soit il reconduit cette tactique-là et c'est le meilleur et il lâche tout le monde et il fait la descente comme Van Der Poel l'an dernier et on le remporte, ou soit il choisit un autre moment, une autre stratégie pour attaquer. Mais maintenant, je dirais que tout le monde va vraiment attendre ça et donc peut-être que ça le limite un petit peu plus tactiquement, quoi. Voilà, pour apporter un petit peu de nuance, mais bon, je lui souhaite qu'il la gagne parce qu'il mérite de la gagner. Non, mais je crois que tout a été dit. Il a le moyen de la gagner. Après, contrairement à d'autres courses où la part d'aléatoire est réduite parce que ça se fait davantage à la jambe, ici il y a d'autres paramètres et donc effectivement sa probabilité de la remporter est plus faible, mais pour moi elle est quand même élevée. Donc c'est pour ça que j'ai répondu oui de façon affirmative. Alors, quand on regarde un petit peu les statistiques, et je sais que Nicolas, tu es friand, on va considérer Tadej Pogačar comme vainqueur de grand tour qui remporte Milan-San Remo. Si on remonte jusqu'aux années 2000, il y en a qu'un, c'est notre ami l'italien Vincenzo Nibali en 2018. Alors après, Pogačar a bien d'autres tours, bien d'autres cartes en main que Nibali. Mais Vincenzo Nibali avait la qualité d'être un excellent descendeur. Peut-être que Tadej est légèrement moins. Je vais trancher ce débat, je vais donner mon avis, puis on passera tout de suite à la deuxième question provoque. On veut l'avis du chroniqueur. Ouais, moi je vais pas faire une réponse à la je pense de Nico, puis après il dit peut-être non, peut-être oui, on sait même pas vraiment sa réponse. Ouais, je suis normand. Moi je vais oser, je vais dire non, je vais dire il va tourner autour, Comme Gilbert. il va tourner autour effectivement et il n'y arrivera pas. Voilà. C'est tranché, messieurs. Mais par contre, il y en aura du podium. Mais c'est ma réponse. C'est votre question, c'est ma réponse. On va tout de suite passer à la deuxième question provoque, monsieur. On reste sur Milan-San Remo qui a vu la victoire de Jasper Philipsen. La deuxième question provoque. Est-ce que Jasper Philipsen doit changer d'équipe? Non. Oui. Ah, il y a débat, messieurs. C'est Nicolas qui va s'y coller, qui va commencer cette fois-ci. Nico, le non. Alors moi, je vais parler uniquement sur le plan sportif et peut-être que Pierrot va parler d'autres logiques, peut-être plutôt financières, économiques, mais sur le plan sportif,
quand on est entouré du meilleur coureur du monde qui peut se muer en meilleur poisson pilote, on l'a vu sur le Tour de France, et en équipier de luxe sur Milan-San Remo pour nous offrir la gagne, évidemment Van Der Poel, quand on est Philipsen, je pense qu'on ne doit pas changer d'équipe, car c'est peut-être et sûrement grâce à lui qu'il pourra encore continuer de gagner d'autres belles courses. Donc non. Pierrot, au rebond. Le rebond, eh bien, c'est si on se concentre sur le sportif, je pense justement que aussi beau et respectable qu'a été l'attitude de Van Der Poel, il n'a pas vocation à distribuer des cadeaux à chaque arrivée sur des monuments, et donc je pense que c'est le point faible de Philipsen, c'est que il est en concurrence avec un monstre, et que s'il veut avoir carte blanche, et d'autant plus qu'il en est capable, c'est un sacré coursier, il faut qu'il puisse voler de ses propres ailes, être un leader à part entière. Donc, pour le dire autrement, ce qu'on a vu samedi, c'était exceptionnel. Et la règle, ça sera plutôt que priorité pour Van Der Poel. Donc, s'il veut gagner plus de courses, il doit partir d'Alpecin. Mais sur quelle course ils vont se marcher dessus Paris-Roubaix, Milan-San Remo, c'est les deux gros monuments. Après, est-ce que sur les autres courses, ils sont réellement en concurrence? Bah, ça fait déjà pas mal. Paris-Roubaix, Milan-San Remo, sur les classiques. Ouais, ça en fait deux, effectivement, deux énormes. En fait, ils ont les mêmes, ils ont quand même des similitudes dans leur qualité, donc c'est dans ce sens-là. Sur le Tour de Lombardie, effectivement, ils seront pas en concurrence, mais les deux ne peuvent pas gagner, donc. Ouais, sur le Tour des Flandres, sur le Tour des Flandres aussi, je pense que Philipsen, il passera pas les monts, enfin, ne jamais dire jamais, mais je pense que c'est pas son profil. Alors effectivement, il y a cette course de Paris-Roubaix et Milan-San Remo avec Philipsen qui le remporte, qui effectivement ils sont sur le même territoire, et après sur le territoire des sprints, Van Der Poel ne l'inquiète pas entre guillemets. Par contre, il l'aide à en remporter. Oui, mais de la même façon, Van Der Poel, il n'a pas vocation à aller sur le Tour pour emmener les sprints pour Philipsen. Il l'a fait une fois parce qu'il était un peu le ramasse, et c'est aussi une façon d'être utile quand physiquement tu n'es pas capable de gagner toi-même. Et c'est encore une fois tout à fait admirable, mais je pense pas que ça soit dans le plan de carrière de Van Der Poel que de permettre à Philipsen de gagner un maximum de victoires. Et puis Alpecin a aussi en la personne de Cadengrove quelqu'un qui va relativement vite au sprint. Donc pour moi, l'enjeu, globalement, c'est qu'il doit changer d'équipe. Et tu le verrais où? Dans quel type d'équipe? Ça, c'est plus compliqué à définir. Ça dépend de ce qui lui est proposé financièrement, et ensuite en termes de programme de course. Je pense qu'une équipe comme Bahreïn pourrait lui convenir. UAE, ça me semble plus compliqué parce qu'il joue quand même d'abord les classements généraux. Donc ça limite un peu le champ des possibles, parce que pareil, il peut faire une razzia sur les grands tours, il l'a déjà fait. Donc pourquoi pas la FDJ, mais si j'ai bien compris, ils ont plus trop de moyens. Ils ont déjà un sprinter qui marche pas mal en ce moment. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas allé creuser plus loin quelle pourrait être l'équipe idoine, et s'il se pose la question, c'est peut-être qu'il a du mal à identifier quelle autre équipe pourrait pour l'accueillir. Ok, ben messieurs, je vais clôturer ce débat. Je vais vous donner mon avis. Je vais pas répondre à la question est-ce qu'il va changer d'équipe, est-ce qu'il doit. Eh bien moi, est-ce qu'il doit? Je dirais non. Je m'aligne sur Nico. Je pense que le fait d'avoir Van Der Poel à ses côtés, c'est inestimable, sachant la classe qu'a ce coureur. Et je pense qu'on verra s'il s'aligne sans Van Der Poel sur d'autres grands tours. Est-ce qu'il fera une razzia aussi similaire? J'en suis pas certain. Messieurs, merci, on va passer. Ouais, des fois il faut t'aider un petit peu parce que tu rames. Alors, messieurs, tout de suite, on va passer à notre dernière rubrique pour les dernières 10 minutes, quart d'heure de cette émission. On va passer à notre rubrique prono. Tout de suite, top jingle. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Les pronos, messieurs. Alors, on va parler tout simplement des deux Flandriennes à venir. Le petit Tour de Flandre, la répétition du Tour de Flandre avec la E3 Saxo Classique qui a lieu demain, et Gand-Wevelgem juste à côté. Je vais peut-être aller le voir, qui aura lieu dimanche. Ouais, oui, mais bien sûr, je suis à côté, monsieur. Je vais peut-être aller prendre quelques petites photos. Et donc, ça sera
le retour de l'Armada Jumbo, qu'est-ce que je dis, Visma Lease a Bike, avec Van Aert qui fera son retour après son long stage d'altitude, et il sera épaulé d'une sacrée équipe. Avant de détailler et de donner vos pronostics et vos podiums pour ces deux courses, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes, messieurs, sur ces deux courses, sur ces Flandriennes à venir. Nicolas ? Vas-y. Allez, moi, mon attente, elle est toute simple, c'est que j'aimerais que la Visma Lease a Bike, qui a régné en maître l'année passée justement sur toutes ces courses, soit un petit peu plus bousculée et par des adversaires qui en ont les moyens. Donc ouais, j'attends de ces courses que la Visma, aussi forte soit-elle, soit bousculée et voilà, et Alors, puisse derrière être un petit peu déstabilisée par soit des coureurs ou des scénarios de course inattendus pour elle. Alors, juste avant de continuer sur ta question, je rappelle juste l'équipe Visma qui a annoncé pour demain Van Aert, Benoît, Jorgensen, Affini, Traknik, Van Barle, juste pour le niveau. Il n'y a pas la porte parce qu'il est malade. Qui tu penses, qui tu vois bousculer dans tes attentes, et Pierrot va pouvoir rebondir après ta réponse. Alors, plusieurs coureurs. Alors déjà, il y a une incertitude. On ne sait pas si Van Der Poel, enfin moi sur PCL, j'ai pas Van Der Poel en petit. La start list n'a pas été officiellement validée sur le GPE3. Ok. Donc voilà, j'attends de voir. Je ne sais pas. Je pense qu'il va en Pour moi, il l'a fait, mais. Ouais, mais pour l'instant, ça n'a pas été encore validé. Donc bon, évidemment, bien Van Der Poel évidemment. Mais après, il y a du très beau monde. Je pense à Mohoric. Je pense à un Bettiol qui peut être là. Là, je parle du GPE3. Mats Petersen, évidemment, il n'est pas encore validé, mais je pense qu'il sera là. Arnaud Delis. Alors, Arnaud Delis, je ne vois plus sur Gand-Wevelgem et j'en ferai mon prono. J'annonce, je pense qu'Arnaud Delis peut gagner Gand-Wevelgem. Voilà, Tim Wellens aussi. Tim Wellens, je pense qu'il peut être très intéressant sur le GPE3. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de monde pour contrer cette Visma qui, bien évidemment, arrive avec une armada. Mais voilà, je pense qu'elle peut être bousculée. Pierrot, toi, quelles sont tes attentes sur ces courses qui arrivent ? En fait, pour moi, je distingue les deux courses. C'est-à-dire que sur le GPE, sur le GPE3, déjà, c'est effectivement Jumbo aligne son armada sur un circuit plus abordable, plus plat. Donc, la question pour moi, c'est comment faire déjouer la Jumbo et comment la Jumbo va réussir à isoler un Van Der Poel ou un Pedersen et réussir à jouer le surnombre. Pour moi, c'est ça l'enjeu sur le GPE3. Et honnêtement, j'ai pas d'avis. Je me rends pas trop compte dans quelle mesure la force collective peut permettre d'isoler des autres gros cadors que sont Van Der Poel et Pedersen. Donc, je suis curieux. Par contre, sur Gand-Wevelgem, pour moi, c'est plus ouvert en fait, parce que déjà, l'ascension, enfin l'enchaînement, la Montberg-Kemmel, généralement, c'est là où ça part. Et si je dis pas de conneries, il n'y a pas Wout van Aert en fait dimanche sur Gand-Wevelgem. Ouais, c'est la porte normalement qui sera. Et donc une Visma un peu moins forte. Et si je dis pas de bêtises non plus, les outsiders du type Delis ou même un Pity pour la FDJ, j'y faisais allusion tout à l'heure, il me semble qu'ils sont présents dimanche sur Gand-Wevelgem, mais pas sur le 3. Donc ça pour dire que je trouve que la start list est beaucoup plus ouverte le dimanche que le vendredi sur le GPE3. Voilà, ouais, c'est sûr que sur le GPE, sur Gand-Wevelgem, effectivement, il y a Laporte, Benoît, Coy. Et après, tu as Van der Sande, Van Dijk, Mike et Van Dijk Team, donc, et Hagenes. Donc, c'est effectivement une équipe Visma qui est moins solide que quand tu vois des Jorgensen, par exemple, quoi. Delis fait bien le GPE3, hein. Il fait les deux. Ok. Il fait les deux. Et est-ce que, donc, pour continuer, est-ce que vous voyez quand même un Van Aert, par exemple, remporter le Grand Prix E3 pour la 3e année consécutive ? On se rappelle que l'an dernier, il avait gagné, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une édition assez dingue. Il avait failli se faire lâcher dans le dernier mont par la doublette Tadej Pogačar, qui ne sera pas présent cette année puisqu'il est au Tour de Catalogne, Van Der Poel. Il s'était accroché et il les avait réglés au sprint. Ça a beau être une répétition du Tour des Flandres, ça ne s'était pas passé exactement de la même façon la semaine qui suit. Est-ce que vous voyez cette fois-ci, est-ce que vous voyez Van Aert récidiver, gagner sa troisième Grand Prix E3? Il se rapprocherait du record de Boonen qui est à 5.
Il peut. Après, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre question. L'an dernier, tu fais bien de le rappeler, la chute de la moto l'avait un petit peu aidé pour rebasculer en haut et il avait parfaitement joué, en n'étant pas le plus fort physiquement, mais il a réussi à gagner. Je pense que cette année, si c'est pas lui le plus fort, ça sera Van Der Poel. Donc, je pense que si c'est pas lui, c'est Van Der Poel ou un de ses coéquipiers. Mais à voir. Toujours l'incertitude d'un mec qui a pas couru depuis un moment. Après, en règle générale, la théorie Visma Lease the Bike, c'est que quand ça redescend d'altitude, généralement, ça marche tout de suite. Nico? Ouais, moi, je vois qu'un seul homme capable de contrer la Visma, c'est Van Der Poel. Donc, si Van Der Poel est bien aligné sur le GPE3, je pense qu'il peut effectivement battre Van Aert et l'empêcher de gagner une nouvelle fois. Et juste comme ça, pour information, l'an dernier, 4e du GPE3, c'est autre que Jorgensen, qui Jorgensen, était oui, tout à pas dans fait. la même équipe. Vous le voyez comment ce Jorgensen sur ce parcours? Il avait été il a été éblouissant sur le week-end d'ouverture il y a quelques semaines. Ensuite, il avait confirmé et de quelle manière en remportant Paris-Nice. Est-ce qu'il il va être encore un cran au-dessus et va être capable de peut-être suivre Van Aert, Van Der Poel quand ça va se décanter dans les forts pourcentages, dans les monts? Faut voir quel scénario on a, mais moi, je l'écarte pas. Bon, s'il a bien récupéré de Paris-Nice, il est toujours aussi en forme. J'écarte pas un scénario un peu comme le Home Loop News Blood, où c'est Tratnik qui s'est un petit peu fait la malle et qui a un peu surpris tout le monde. Je pense que c'est pas écarté, hein. Je le vois bien peut-être jouer sa carte perso si le scénario le permet à un moment donné, pour surprendre un petit peu tout le monde. Donc je le vois bien se muer un peu un Tratnik. Ouais, Pierrot sur Jorgensen. Bah oui, ce que je disais tout à l'heure, Jumbo a l'avantage du surnom, mais Jorgensen, comme Tratnik, comme Van Barle, comme Benoît, ils sont physiquement capables de gagner, donc ça va être d'abord comment dire, dans quelle mesure la domination collective de la Jumbo peut permettre à un mec de Visma de gagner, que ce soit Jorgensen ou un autre. Enfin, je le distingue pas d'un Affini ou d'un Van Barle pour avoir plus de latitude pour gagner. Je pense il y a Van Aert et après il y a le reste. Je le vois plutôt comme ça. Ok, justement, peut-être ma dernière question par rapport à cette épreuve. Est-ce que Van Aert doit un petit peu taper du poing sur la table dans cette équipe et montrer que c'est lui le patron? On sait qu'il a souvent fait des cadeaux les années précédentes à Laporte sur Grand Game ou alors sur le week-end d'ouverture, justement, il laisse partir un petit peu Jorgensen et on a l'impression que des fois ses coéquipiers peuvent gagner des épreuves à sa place. Est-ce qu'il doit un peu montrer que c'est le patron et que ça sera le leader unique de la Visma pour le Tour des Flandres? Est-ce qu'il a Ah intérêt à le faire et est-ce qu'il doit le faire? pour moi, en fait, il l'a déjà fait, que ce soit sur l'Omloop ou c'était quoi le lendemain, Kurn, Bruxelles-Kurn. Ouais, Il a quand même couru en patron, enfin surtout sur Kurn. sur Kurn, Pour ouais. moi, je pense que, mais je suis pas dans le bus de la Visma, mais je pense que il partira avec le statut de leader. Nico, est-ce que tu penses Moi, qu'il je doit un petit peu partage. taper sur la table et dire qu'il doit dire à Jorgensen, écoute, aujourd'hui, je veux la gagner celle-là? Peut-être plus par rapport à son équipe, même par rapport à ses adversaires. Enfin, là, on est quand même à 10 jours du Tour des Flandres. C'est un petit peu ça, voilà, ça court, je dirais, de reprise sur les Flandriennes. Donc, c'est au-delà, je dirais, de son équipe, c'est montrer aussi à 10 jours du Tour des Flandres. Et je pense que cette course-là, tout comme Roubaix, il l'a coché vraiment en 2024, montrer qu'il est bien là, ouais, et que et qu'il faudra batailler contre lui dans 10 jours. Donc moi je le vois plus aussi de messages envoyés par rapport à ses adversaires, comme Ouais. tu vois, comme le message qu'envoie un Poggi sur les Strade Bianche ou ce genre de choses. Bon, quand tu vois ça, tu dis ok, le gars est chaud. Moi je pense que c'est aussi l'occasion là de voilà, à 10 jours du Tour des Flandres, de se dire que ok, Van Aert est là, il sera en forme et il sera bien devant dimanche 31. Ok. Pierrot, un dernier commentaire et sinon, on va passer à vos pronos, hein. On va clôturer l'émission sur vos pronos. Pas de commentaire. Pas de commentaire, ok. On va voir si. Moi, tu sais, peut-être que je me dis l'inverse, Nico. Je me dis peut-être que Van Aert, il va peut-être pas falloir trop en montrer sur le Grand Prix E3. Ça fait 2 années qu'il gagne. Derrière, ça se répercute pas sur les monuments. Donc peut-être jouer la carte
jouer la carte un petit peu plus, comment dire, tranquille. Discrétion. Discrétion, voilà, peut-être, oh tiens, son stage en altitude n'a pas été aussi bénéfique qu'on le croit. Et puis finalement, voilà, sur le Tour des Flandres, ça change la rien. carte à patte. Quand bien même s'il termine 2 ou 3, tu sais qu'il sera là au Tour des Flandres et ce sera le chef de file de la Visma, quoi. Donc là, je me dis autant accentuer le truc, tu vois, autant dire ah ouais putain, Van Aert cette année est chaud bouillant. Ouais, après, il faut arrêter de se branler sur le message qu'il va envoyer. À un moment donné, chaque course est différente et voilà, s'il gagne, tant mieux. S'il gagne pas, tant pis. Mais enfin, je suis pas sûr que ça change grand-chose dans la tête de ses principaux concurrents qui gagnent ou pas le GPE3. À un moment donné, non, mais si c'est t'as pas. Van Der Poel ou autre, quoi qu'il ait fait avant, t'es là pour gagner et t'as suffisamment de garanties pour te sentir capable de le battre, quoi. Enfin, pardon, je suis un peu virulent dans mon propos, mais je le vois plutôt comme ça. Scénario fiction, Van Der Poel arrive pour jouer la gagne avec Jorgensen et Van Aert est dans un deuxième groupe à 40 secondes derrière. Tu fais quoi sur le Tour des Flandres? Sur le Tour des Flandres? Bah, si c'est Van Der Poel Jorgensen qui joue la gagne sur le Grand Prix E3, tu sais que le Tour des Flandres, c'est le Grand Prix E3 en plus grand. Ah oui. Bah, dans une équipe normalement bien organisée, ça parle et Van Aert, il sera 2 jours avant Paris-Roubaix s'il a les cannes pour gagner ou pas gagner. Enfin, quand même, s'ils se parlent un minimum et ils se connaissent un minimum, et c'est le cas, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Ok messieurs, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, j'attends vos pronos. Éclairez-moi, montrez-moi la voie et puis je jouerai tout de suite ça sur les paris sportifs. Je mets exactement ce que vous me dites. C'est vrai? Qui s'y colle? Nicolas. Alors je vais vous rappeler la règle. On va faire un prono. Soit vous choisissez une des deux courses, vous me dites et on met juste un podium. Soit vous faites les deux si vous êtes motivé. Je prends en note vos podiums et messieurs, on fera un décompte à la fin de l'année. Qui est en tête, qui est derrière. Donc attends, là on donne juste le numéro 1, pas le podium. Ah, moi je voulais un podium, mais si vous voulez on part sur un numéro 1. Très bien. Numéro 1, c'est peut-être déjà pas mal. Allez, numéro 1, je sens que... Non, mais sinon donnez-moi un mec qui finira dans le top 15. Allez. Je vous déstabilise. Allez, numéro 1, attention, je vais étonner sur le GPE3. Mohoric. Oh, toi tu veux pas gagner, toi. Mohoric. Ah, on s'est foutu de moi sur le Ghana. Bon, Pierrot, c'est pour toi cette première... C'est pour toi, Pierrot, cette première. Je jouais la stratégie de la persévérance et de l'obstination. Je vais remettre Pedersen et tant qu'il gagnera pas, je pronostiquerai Pedersen. Il va lui mettre un avertissement la semaine pro parce qu'il aura terminé 2. Ok, alors vu que vous me donnez juste le premier, vous pouvez quand même me donner le premier de Gand-Wevelgem qui a lieu dimanche. Arnaud Delis. Alors, j'y crois pas non plus. Je vais donner autre chose que Delis, ça me ferait plaisir s'il gagne en tout cas. Et j'ai joué la grosse cote, Laurens Pitty. Ok, donc. Bon, je joue pas les gars. Vous jouez la gagne ou vous jouez le. Vous pouvez gagner 1000 balles grâce à les gars, il n'y a pas un Van Der Poel, il n'y a pas un Visma. Ça me fait plaisir, les gars. Vous pensez out of the box, comme on dit. Et bien sûr. Bon, et écoutez, toi, tu mets qui? Messieurs, vous voulez que je joue, moi? Allez, tu joues aussi. T'es le bienvenu. Allez, moi je mets Van Aert sur la première et je mets Philipsen sur Gand-Wevelgem. Ouais, ça c'est des codes petits zizi comme on dit. Oui, non. Voilà. Van Aert, Philipsen. On n'en parle plus, messieurs, comme ça vous pourrez vous moquer également. Écoutez, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée et de semaine et faites du vélo, il faut que ça roule les gars. Ciao. Et donc si j'ai bien compris, on se revoit maintenant toutes les semaines pour à la fois débriefer de ce qui s'est passé, de nos pronostics et de pronostiquer la semaine suivante, c'est bien ça? Ouais, sauf si je trouve des chroniqueurs un peu plus experts et donc vous êtes quand même sur la sellette les gars. Oui, mais ça tu nous avais dit qu'on avait un CDD renouvelable toutes les semaines. Ouais. Ouais, s'il y a 3 pronos mauvais les gars, je vous dégage. Ok, la vache. Allez messieurs. Et bonne fin d'année alors. Salut. Salut, je cherche un boulot. Ciao. Ciao.